Le téléphone. Oui, je coupe. Ça a commencé. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous nous retrouvons en direct au sein du parc naturel régional de Brière où nous allons baguer les deux poussins de la caméra 2. Voilà. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en cette belle matinée. Alors l'ACROLA, c'est l'association pour la connaissance et la recherche ornithologique loire et atlantique, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous existons déjà depuis fort longtemps, sous le nom ACROLA depuis 2006. Le programme Cigogne ayant commencé en 1989, ça commence déjà à dater. Donc le programme, le bagage est soumis à autorisation, bien évidemment, par le ministère. Notre organisme de tutelle est le CRBPO, Centre de recherche sur la biologie des populations d'oiseaux du Muséum de Paris, qui nous donne les autorisations nécessaires pour ce programme. Le programme Cigogne, désormais, s'appelle Programme Cigogne des marais atlantiques, et il est dirigé par le CNRS, le CEBC CNRS de Chizé, par Christophe Barbon. Voilà, petite présentation. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? Dans quel cadre on est aujourd'hui? Avec qui on est? Donc, plus précisément ici, on est dans un cadre d'un partenariat entre le PNR de Brière, RTE, Réseau Transport d'électricité, et l'ACROLA. Donc, qui a permis, donc maintenant, il y a 4 ans, de monter les caméras. Et donc, grâce au partenariat, effectivement, l'équipe ligne de RTE sont montées sous tension, là, pour aller chercher les cigogneaux, et vont nous les descendre pour que je puisse les baguer. Le petit monsieur, il est déjà en haut. Vous devriez le voir sous les caméras. Il y a Muxity aussi, grâce à qui... Alors tout ça, bien évidemment, tout le système n'a pu être monté et ne fonctionne que grâce à Vincent, Muxity, qui permet de faire fonctionner les caméras et le matériel, et d'envoyer les images vers vos téléphones et vos ordinateurs grâce à un relais d'images qui sont donc en hertzien et qui partent de la Brière vers Nantes, où ils sont redistribués par le serveur. Donc aujourd'hui, on va... ça y est, il va descendre. Alors il y a donc 2 poussins. Pour ceux qui suivent les caméras déjà depuis un certain temps, vous avez vu qu'il y a eu un échec sur la caméra 1. Donc là, sans doute des œufs clairs, on ne sait pas exactement, mais il n'y a pas eu de naissance. Et donc il y a eu abandon, même si les oiseaux, les adultes reviennent régulièrement, il n'y a pas de poussins cette année. Sur la caméra numéro 2, sur le nid qu'on va baguer, il y avait 4 poussins à l'origine, mais donc il n'en reste plus que 2. L'hypothèse, sans doute, c'est que la sécheresse qu'il y a eu tout ce printemps a fait que l'accès à la nourriture était beaucoup plus difficile. Et donc les adultes ont éliminé les 2 poussins les plus petits, les plus frêles, qui ne mangeaient pas assez. Donc pour pouvoir être sûr d'élever 2 jeunes, eh bien, ils ont abandonné les 2 plus petits. Voilà le premier cigogneau qui arrive. Oh, c'est un joli bébé. Voilà ce premier joli bébé. Alors ces 2 poussins qui restent ont plus de 40 jours. Donc ils sont nés le 13 et le 12 et le 15. Le 12 et le 15 avril. Donc ils ont 43 et 40 jours. 43 et 40 jours me souffle. Merci. J'ai du mal à compter ce matin. Voilà.
Donc les poussins, bien évidemment, hein, on les bague en gros entre 30 et 50 jours, bon, plus ou moins 5 jours. Donc vous voyez, et donc ils ne savent voler hein, qu'à partir minimum de 60 jours, 60-70 jours. Donc on est tout à fait dans la bonne période pour intervenir. On va attendre son petit frère et sa petite sœur. Et puis, voilà. Pour explication, avant qu'on passe au bagage, on aura des premières bagues métal avec ce matricule-là et des bagues d'Arvik avec le matricule OBPY et OBPZ qu'on va voir ici. Est-ce que tu peux expliquer les deux bagues peut-être? Alors nous avons d'abord une bague métal qui nous est fournie par le CRBPO, hein, donc c'est une plaque minéralogique, donc Oiseau Muséum Paris, suivi d'un code unique alphanumérique. Donc nous poserons la bague 16249 et 16250. Donc il n'y a bien évidemment pas deux numéros identiques. Ces bagues, bien évidemment, ne sont pas lisibles à distance. L'intérêt du bagage, hein, c'est donc d'avoir une idée sur la vie de chaque individu. Et donc il faut les individualiser. Et donc ces bagues colorées à 4 lettres ou 4 chiffres, enfin à 4 codes, nous permet, avec une jumelle ou avec une longue vue, comme on a là, hein, de pouvoir lire les bagues à distance de 200 ou 250 mètres hein, assez facilement. Et donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir une idée sur ce qui se passe de sa vie. Donc avoir où l'oiseau va se disperser, combien de temps il va vivre, etc. Donc pour info, hein, on a un papy cigogne en Loire-Atlantique, donc qui a été bagué en 1993 en Charente-Maritime et qui est dans le marais des bords de Loire à Couéron depuis déjà de nombreuses années, plus de 15 ans. Et donc c'est grâce à ce bagage qui nous permet donc de connaître son âge et de savoir ce qu'il a fait depuis. En effet, hein, le bagage, ça nous permet de savoir où est-ce qu'il est né, quel âge il a, à partir de quel âge il se reproduit, avec quel individu il va se reproduire, combien d'années, la fidélité au partenaire, la fidélité au nid, la survie des individus. On vous montrera tout à l'heure, mais au-delà des mesures biométriques qu'on prend, on réalise aussi du prélèvement de plumes afin de faire analyser dans le laboratoire EcoBio à Rennes, qu'on salue et qu'on remercie pour les analyses. Ça nous permet d'établir un sexe ratio, de savoir si ces individus sont des mâles et des femelles. Des femelles, parce qu'il y a des deux à la fois, ça peut être... Oui, des mâles ou des femelles, autant pour moi. Le deuxième petit vient nous rejoindre. On remercie également RTA hein, qui nous met à disposition des équipes de lignards qui montent, qui sont formées pour monter sous tension. Hein. C'est quand même extrêmement dangereux et on les remercie sincèrement. Un petit point peut-être grippe aviaire parce qu'on nous a demandé de le faire. Alors ça défraie un peu la chronique, hein, tous ces derniers mois. La grippe aviaire aujourd'hui est principalement liée aux élevages hein, d'animaux, un canard, poule, poulet, etc. Donc, dans ces élevages que je qualifierais d'intensifs, hein, où se développent les maladies, nous n'avons pas connaissance actuellement hein, de problèmes de grippe aviaire parmi les oiseaux sauvages sur notre département. Il y a eu un cas suspect, mais pour l'instant nous n'avons pas eu d'informations supplémentaires. Donc nous pouvons imaginer hein, que la grippe aviaire est plutôt circonscrite aux élevages. Voilà. Voilà le deuxième. Hop. Oh, il est bien emmitouflé. Ils en prennent soin. Voilà. Bonjour à toi. Hop là. Ah bah il est plus petit, donc c'est petit frère ou petite sœur. On peut commencer le bagage? On peut commencer le bagage. Donc on va commencer par poser les bagues métalliques. Donc on va commencer par le plus gros, donc qui a priori est le plus âgé.
Donc, et on va lui poser la bague 249. On a une première question sur le nombre de nids en Loire-Atlantique. Aujourd'hui, on établit à environ 260 nids de part et d'autre de la Loire, surtout proche de la Loire. Mais la population de cigognes a tendance à se développer vers le nord du département, notamment Redon par là-bas. Et puis au sud du département, aux environs de Machecoul, sur la commune de Machecoul. Donc faut juste rappeler, pour ceux qui ne savent pas, que la cigogne est un oiseau, est une espèce assez récente en Loire-Atlantique. Après une petite incursion en 1955 à vue en Sud-Loire, il faudra attendre 1989 pour avoir vraiment le premier nid de cigogne en Loire-Atlantique. Et donc l'espèce depuis n'a fait que se développer, grâce ou à cause principalement donc, de la disponibilité alimentaire. C'est ça qui va être quand même le nerf de la guerre, donc de la nourriture. Et aujourd'hui c'est une espèce qu'on dit invasive, qui est l'écrevisse américaine, l'écrevisse de Louisiane, qui pullule dans les marais et qui a permis un développement non seulement de la cigogne, mais de toutes les espèces d'ardéidés, hérons, etc., spatules, qui profitent de cette manne de nourriture. Je vais poser la bague Y sur le premier oiseau. Donc pour tous ceux qui ont envie de noter la bague, on aura OBPY pour le plus grand et OBPZ pour le plus petit. Donc en effet, comme il dit Hubert, elle se nourrit surtout d'écrevisses de Louisiane. Bien sûr, on entend souvent que il y a plus de grenouilles chez nous et que souvent elles mangent de tout. Effectivement, elles vont manger des grenouilles, parfois des couleuvres, on va avoir aussi du poisson, des insectes, tout ce qui est petits rongeurs derrière le tracteur durant la fauche. Mais par exemple, pour les pelotes de réjection qu'elles ne mangent pas, on voit bien à la couleur qu'on a surtout de l'écrevisse diluvienne, on a encore des carapaces ici qu'on peut voir, des squelettes d'insectes. La couleur est quand même suffisante pour comprendre l'aliment majoritaire des cigognes. Après un petit point de colle sur la bague qu'on appelle bague d'Harvig, qui est un marquage auxiliaire, je lui remets ses petits doigts dans le bon sens. Un petit point de colle pour éviter toute dégradation de la bague et puis qu'elle s'en aille si jamais il y avait possibilité. On voit bien la différence avec les adultes, vous les observez sous les caméras, mais on a quand même un bec foncé, le plumage noir n'est pas développé, il y a encore du duvet. Les plumes sont en pouce. Les plumes sont en pouce, on voit les fourreaux ici. Et on va passer aux mesures biométriques. Alors, longueur de l'aile, 377. C'est notre collègue Blaise qui vient noter toutes nos mesures. Donc voilà pour le suivi, aile pliée, bec plus tête, bec tarse et masse. 295 pour le petiot. Je vous avais proposé sur Facebook de faire vos pronostics sur le poids et sur le poids des deux poussins. Vous pouvez toujours participer. 197 de tarse. Alors on a une question sur le fait que le fait de toucher les poussins pourrait éventuellement créer un rejet. C'est surtout chez les mammifères. Il a les mains propres, désinfectées au gel hydroalcoolique évidemment. Mais l'histoire d'odorat et de l'abandon des petits, c'est surtout chez les mammifères. Chez les oiseaux, le problème qui peut se passer, c'est surtout visuellement si on est trop long, raison pour laquelle on est toujours très rapide, déjà pour le dérangement des espèces. Les petits, là, beaucoup de gens nous disent qu'ils sont super sages, mais ils sont tétanisés, très honnêtement, ils pensent qu'ils vont se faire manger. 88. Donc on est très rapide, on prend les mesures avec beaucoup de tact, pour pas augmenter le stress. Et 86.
Il nous manquera donc le prélèvement de plumes, comme je vous expliquais tout à l'heure, pour réaliser le sexage ADN. C'est très important, hein, ça nous permet également de différencier la fidélité entre les mâles, entre les femelles, la survie entre les mâles, entre les femelles. On dit souvent que la cigogne est un oiseau fidèle à son partenaire, mais on a réalisé des analyses qui nous prouvent qu'elle est surtout fidèle à son nid, et que dans beaucoup de cas, lorsqu'il y a un échec de reproduction, ou un nid qui tombe, etc., il y a de fortes probabilités que le couple soit se sépare, soit déménage de nid. On a les alouettes qui chantent, qui nous accompagnent. Tout à fait. Et un papa cigogne sous la caméra, près du nid. Il est tout ondulé. Hein. On va quand même piquer 2 plumes. Hop. Je vais en piquer une autre si je peux. On nous demande où sont les parents. Ils sont certainement dans le marais juste à côté de nous, en se demandant ce qui se passe dans leur nid. Généralement, les parents soit nous survolent, soit ils se posent à proximité, le temps qu'on remette les bébés, les petits cigogneaux dans leur nid. Ils étaient déjà partis chercher de la nourriture. C'est ça. De toute façon, vous avez... savoir que ces petits cigogneaux qui, on va les peser, vous allez voir, font déjà un joli poids. À la naissance, c'est aux alentours de 110 grammes. Vers 60-65 jours, ils feront 4 kilos. Et donc, il faut que les parents amènent beaucoup de nourriture hein, pour que la courbe de croissance soit vraiment importante. On va peser. On nous demande si on peut dire que les cigognes participent à la régulation de l'écrevisse de Louisiane. Moi, de notre avis, c'est assez controversé. Hein. Chacun voit midi à sa porte, comme on dit, et pense ce qu'il veut. Mais nous, à nos yeux, c'est la nature. Comme on dit, ça se régule. Finalement, ça se régule bien parce que plus il y a d'écrevisses et plus il y a d'oiseaux qui mangent les écrevisses. Donc finalement... 2,730 kg. 2,730 kg pour le premier. Et pour le petit dernier, eh bien 2,550 kg. Merci. Et bien voilà. On a fait le job du bagage. Les plumes sont prélevées, le poids est noté, les bacs sont posés. Donc on va les rendre. Tiens, on va les remonter rapidement pour que papa, maman reviennent, soient rassurés. Est-ce que pour les amoureux de la cigogne, nous venons. Les balises, tu peux les venons, alors on va en parler après. Nous venons de terminer un long travail de 15 mois d'écriture et d'analyse. Donc dans moins de 3 semaines sortira un bouquin qui va s'appeler « Il était une fois la cigogne en Loire-Atlantique ». Donc un très bel ouvrage qui va raconter l'histoire de 1955 jusqu'à 2020 de toute l'aventure cigogne, tout ce qu'on a fait. Et puis on pourra franchement remercier toute l'équipe, mais surtout qui a passé au moins un an pour finaliser cet ouvrage, cet énorme travail. Donc voilà, vous retrouverez toutes les informations pour pouvoir le commander hein, sur notre site. Tout à fait. Je fais de la pub sur profil. On vous le présentera bientôt, non seulement sur les réseaux comme d'habitude. On a été un peu absent dernièrement parce qu'il fallait bien que je finisse d'écrire ce livre, hein, mais on vous le présentera prochainement et puis on fera sûrement un lien Hello Asso pour que vous puissiez le commander plus facilement. Après, vous pouvez adhérer à l'association et puis venir nous rencontrer à l'Assemblée Générale durant laquelle vous pouvez obtenir cet ouvrage également. Et puis, il y aura sans doute des dépôts-ventes dans différents endroits du département pour ceux qui habitent en Loire-Atlantique. Mais ça, on vous communiquera tout sur le site. Hein, ça va être dans l'actu. Je profite pour tous les habitants de Loire-Atlantique, amoureux des oiseaux et pas que des cigognes. Nous avons un recensement des hirondelles de fenêtre et hirondelles rustiques sur l'ensemble du département pour faire un point
Donc si vous avez chez vous, à côté de chez vous, dans votre commune dans ou, votre ou lorsque commune, vous vous voilà, baladez. des nids d'hirondelles, voilà, on a un site dédié, mais vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web, mais un site dédié qui est www.obsclic-acrola.fr, et là vous pouvez renseigner. Chez moi j'ai 3 nids, 5 nids, 10 nids, voilà, etc. Ça va nous permettre d'avoir une idée assez précise du nombre de nids cette année. Je rappelle malheureusement que les hirondelles connaissent un fort déclin ces dernières années, estimé par le muséum à environ moins 41, moins 42% ces 10 dernières années, ce qui est considérable. Allez, le petit dernier va retourner dans son nid. On va bien le border pour le protéger et pour sa sécurité. Ben voilà. Est-ce que tu peux faire un petit point, Hubert, sur la repro en Loire-Atlantique cette année, et pas que chez nous d'ailleurs, qui est un peu compliqué? Alors, tout le monde est content d'une météo jusqu'ici fort agréable, à part les 2 derniers jours avec quelques orages parfois violents. Mais on a un déficit en eau dans notre département et les départements alentours extrêmement important. Le Marais était très très sec, très tôt, et donc on aura un nombre de nids un peu plus élevé que l'année dernière, mais sans doute pas tant que ça, mais ça il faudra attendre le mois de septembre pour avoir le bilan. Mais une production de jeunes, je ne vais pas dire assez faible, mais plus faible que d'habitude, qui sera sans doute aux alentours de 2 poussins. Je dirais que c'est assez représentatif le nid qu'on vient de baguer. Il y a assez peu de nids avec beaucoup de poussins cette année, sauf dans des endroits très localisés où il doit y avoir une manne de nourriture. Alors en fait, c'est sans doute, c'est une hypothèse, mais qui sans doute tient la route. C'est la difficulté de trouver de la nourriture à cause du Marais qui est extrêmement sec. On peut imaginer que la nourriture, comme on l'a dit tout à l'heure, principale étant l'écrevisse de Louisiane, les écrevisses de ce temps-là sont plutôt enfouies, fouissées dans la vase, dans la tourbe, et qu'il est beaucoup plus difficile pour les cigognes d'en trouver. J'en profite, Hubert, à la balise dans les mains. C'est notamment grâce à ça, on a pu observer l'année dernière que les individus qu'on avait équipés de balises allaient tous en Sud-Loire pour se nourrir, puisque les marais du Nord-Loire étaient beaucoup plus secs et donc la disponibilité alimentaire beaucoup plus faible en Nord-Loire. C'est ce qui nous a permis d'établir cette hypothèse. Juste pour préciser, voilà, donc on bague les cigognos, on bague à peu près un tiers à peu près des cigognos nés en Loire-Atlantique. Il y a de plus en plus de nids, beaucoup de nids sont inaccessibles pour nous, donc c'est devenu compliqué. Et donc le bagage est un élément extrêmement intéressant pour suivre la population. Mais nous avons aujourd'hui, la technologie nous permet d'utiliser ce genre d'outils, qui est une balise GPS, d'une très grande technologie. Vous voyez, les petits morceaux noirs, ce sont des panneaux solaires. Donc la balise, elle est très légère, elle fait 27 grammes. Donc pour un oiseau de 4 kg, il n'y a aucun problème, ça se pose à la patte comme une bague. Et donc ça envoie des informations sur notre ordinateur au rythme d'environ une position toutes les 30 minutes. Et toutes les 30 minutes, nous avons une suite de points très rapprochés, toutes les secondes, pendant 20 secondes, qui nous permet, grâce à quelque chose d'assez nouveau, ce qu'on appelle des accéléromètres 3D. Donc là-dedans, il y a une espèce de bille qui va permettre d'enregistrer les comportements de l'oiseau. Et on sait donc ce que fait l'oiseau, s'il marche, s'il court, s'il vole, un vol battu, un vol plané. Donc de décortiquer tout ce qu'il fait. Ça va faire l'objet, donc ça c'est très innovant, très nouveau, et ça va faire l'objet d'une publication scientifique à la fin de l'été. Donc sur les premiers résultats, les premières analyses de ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis nous espérons développer ce programme. Donc juste pour préciser, nous ne posons pas de balises sur les jeunes. Il y a une mortalité relativement importante chez tous les oiseaux. Donc le prix, le coût d'une balise étant très élevé, nous maximisons
notre choix, hein, et nous posons des balises que sur des adultes, donc au rythme de 2 ou 3 par an, puisque les balises c'est quand même un coût aux alentours de 1 500 €, et donc il n'y a que quand nous trouvons des sortes que nous pouvons équiper des oiseaux. Faut bien garder en tête le prix de la balise en elle-même et le prix du travail derrière qu'il faut mettre en place pour analyser. Ça sert à rien de poser du matériel s'il n'y a pas des analyses réalisées derrière, quoi. Donc cette année, on a eu la chance, grâce à Enedis, de prendre une stagiaire en collaboration avec Biosphère Environnement et le CNRS, les CEBC désormais, de Chizé. Une stagiaire qui nous a permis d'établir les premiers comportements, les premières analyses accélérométriques. C'est un travail très très impressionnant, hein, on va pas vous le cacher, et très innovant en France, étant donné qu'il y a 80% de mortalité chez les cigognos, en tout cas pour nos cigognos de Loire-Atlantique, c'est ce qu'on a trouvé. On a peu d'individus qui sont bagués et équipés de balises. On équipe les balises depuis peu d'années aussi. Donc voilà, on débute toutes ces analyses et c'est très prometteur. Juste pour terminer sur le sujet, ces données d'accélérométrie, hein, c'est presque 2 millions de données enregistrées. Donc vous voyez, c'est un volume d'informations extrêmement important et ça représente des mois et des mois de travail d'analyse derrière. Hein. Donc, tout à fait. C'est quelque chose dont on reparlera bien évidemment, qui feront l'objet de publications tellement c'est innovant et extrêmement intéressant sur la possibilité de décortiquer le mouvement, le comportement. Bien évidemment, alors il y a d'autres informations annexes avec ces balises, hein, qui est par exemple l'altitude de vol, la vitesse de vol, etc., etc. Donc qui nous permet d'avoir des idées très très précises des déplacements. Et de connaître aussi les zones de passage en migration. Les zones de halte migratoire, zones d'hivernage, etc. Mais ça, vous découvrirez tout ça dans le bouquin, tout sera écrit. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Je lis les dernières questions. On nous demande s'il y aura une thèse de prévue pour les balises. Alors, pour l'instant, non, une thèse, ça serait bien. C'est ce qu'on espère, hein, forcément. Alors, cherche sponsor qui pourrait financer une thèse sur 2 ans. Donc, si vous avez une entreprise qui peut... une thèse, hein, c'est aux alentours de 110 000 € quand même, hein, pour rémunérer. Donc, il y a un autre projet de thèse qui va se faire avec RTE, qui est financé par RTE, qui va être l'idée de voir quelle va être prospective, hein, pour savoir il y aura combien de nids éventuellement dans 5, 10, 20 ans sur les pylônes, parce qu'effectivement RTE bien évidemment sont les amis des cigognes, mais ils ont aussi un rôle important qui est de fournir de l'électricité de bonne qualité. Tout à fait. Donc, parfois les nids s'installent dans des endroits qui peuvent poser problème, hein. Les branches des nids peuvent tomber, créer des micro-coupures, voire couper la ligne complètement. Donc c'est pas du tout le but. Donc on travaille en étroite collaboration. Et on a mis en place des choses très importantes ces dernières années, mais il faut continuer et ça va être l'objet d'une thèse qui va démarrer à la fin de l'année. Juste pour un exemple, hein, la ligne électrique qui est au-dessus des caméras alimente l'hôpital de Saint-Nazaire. Donc bien souvent on nous demande est-ce qu'on coupe la ligne, est-ce qu'on peut intervenir. Vous réalisez qu'intervenir sur cette ligne-là, c'est déjà demander à RTE une équipe sur le feu et couper l'alimentation de l'hôpital de Saint-Nazaire. Donc c'est pas anodin quand même, tout ça, c'est beaucoup de travail. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, Hubert. Voilà, je tourne la caméra de sens pour qu'on voit l'équipe de l'Acrola qui se cache derrière la com, tout ça. Voilà. En tout cas, on vous remercie tous de nous suivre, de nous soutenir et puis d'être à nos côtés, hein, dans toute cette aventure, notamment dans ce live Facebook. Et puis on vous dit à très bientôt, sûrement à l'année prochaine. On pourrait remercier aussi les linières qu'on voit ici, qu'on fait un super travail avec nous aujourd'hui. On remercie le parc de Brière, qui est en partenariat avec nous, Mux City aussi. Voilà, qui permet d'avoir les images. Voilà, et puis on vous dit à très vite. À très vite, salut. Au revoir.